scène. On est au début de l'année 2026. L'élite dirigeante tchadienne vient de régler une facture d'hôtel au palace parisien du Royal Monceau. Hmm. Le montant, 860 000 euros. Ouais, c'est une somme astronomique. Mais le détail qui frappe vraiment dans notre documentation d'aujourd'hui, c'est que ce paiement a été effectué intégralement en liquide. En petite coupure. Oui, c'est fou. Et au même moment, à des milliers de kilomètres de ce luxe parisien, les soldats réguliers qui sont censés protéger ce pays patrouillent avec des armes complètement obsolètes et ils subissent des retards de solde chroniques. Exactement. Et ce contraste brutal, ce n'est pas qu'une simple anecdote financière, hein. C'est vraiment le symptôme d'une fracture systémique très profonde. Je dirais même que c'est le cœur du problème. Alors, bienvenue dans notre exploration du jour. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, notre plongée au cœur de nos sources vise vraiment à dépasser les gros titres géopolitiques habituels, en fait. Le but, c'est de comprendre la véritable mécanique d'un acteur qui est perçu comme absolument incontournable en Afrique subsaharienne. Et pour ça, notre analyse s'appuie sur un document unique, particulièrement dense et très révélateur, publié par le média Grenier News. L'article s'intitule sobrement Texte, mais je vous garantis que son contenu remet en question de très nombreuses attitudes diplomatiques. C'est clair, car le paradoxe qui est mis en lumière par cet article de Grenier News, il est tout simplement saisissant. Sur la scène internationale, la réputation du Tchad n'est plus à faire. Le pays est largement considéré, disons, comme le grand gendarme du Sahel. Voilà, c'est l'image officielle, celle d'une puissance capable de projeter ses forces armées bien au-delà de ses frontières. Que ce soit pour lutter contre les insurrections dans le bassin du lac Tchad, ou même, c'est assez étonnant, pour participer à des missions de maintien de la paix de l'autre côté de la planète, comme en Haïti. Tout à fait, en Haïti. Donc de l'extérieur, on observe ce qui ressemble à un bloc de stabilité. Mais quand on se plonge vraiment dans les données publiées par notre source, on découvre que cette capacité de projection extérieure, elle masque une fragilité interne qui est systémique. En lisant l'analyse, il y a une évidence qui émerge. L'armée tchadienne ne semble pas du tout structurée pour assurer la défense d'une nation. Elle est construite presque exclusivement pour garantir la survie d'un pouvoir politique. Et c'est précisément ce mécanisme qu'il faut décrypter aujourd'hui. Comprendre ce décalage entre la vitrine internationale, qui est très lisse, et la réalité du terrain, c'est comprendre comment un État doté d'une telle force de frappe peut se retrouver au bord de l'implosion. Ouais, parce que le risque est réel. Absolument. Il ne s'agit pas d'un simple enjeu de politique intérieure, quoi. Une telle dynamique au centre de l'Afrique, ça a des répercussions directes sur l'équilibre sécuritaire mondial. Bon, décortiquons tout ça. Pour saisir comment cette architecture sécuritaire fonctionne réellement, l'article de Grenier News nous invite à ouvrir le capot de la machine militaire tchadienne. Et là, surprise, on s'aperçoit que les différents rouages tournent à une vitesse totalement asymétrique. Le document décrit une séparation radicale au sein même des forces armées. Une armée à deux vitesses, en fait. C'est ça. D'un côté, on trouve la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, la fameuse DGSSI, qui mobilise entre 6 000 et 14 000 hommes. Et de l'autre côté, il y a l'armée nationale tchadienne, l'ANT, qui constitue vraiment la masse des troupes avec 40 000 à 65 000 hommes. Et attention, ce n'est pas seulement une différence d'effectifs. C'est une séparation institutionnelle complètement étanche, avec des dotations diamétralement opposées. En gros, la DGSSI opère comme une force d'élite totalement autonome, suréquipée, tandis que l'ANT, elle est marginalisée. En lisant cette partie de l'article, j'ai repensé à la façon dont certaines grandes structures fonctionnent. C'est comme observer un immense château fort, vous voyez. Je vois l'image. Le donjon central du roi, il est équipé de caméras de haute technologie, de gardes d'élite nourris aux frais de la princesse, tandis que les remparts extérieurs, ceux qui sont censés protéger le peuple et le pays, ils sont tenus par des gardes sous-payés avec des lances rouillées. L'analogie est parfaite, vraiment. Elle illustre bien la réalité décrite par notre source. Et les chiffres du budget de la défense viennent appuyer ça de manière massive et sans équivoque. Tenez-vous bien, en 2025, le budget militaire global atteint 648,80 millions de dollars américains. Ah oui, quand même. C'est une augmentation par rapport à l'année dernière. Une nette augmentation, oui. On était à 557,70 millions en 2024. Historiquement, ce secteur de la défense accapare entre 30 et 40% du budget national tchadien. C'est énorme. C'est colossal pour un pays avec tant de défis de développement. Exactement. Pourtant, l'armée nationale tchadienne, l'ANT, dont la masse salariale représente à elle seule 144 milliards de francs CFA par an, subit un déclassement total. L'opposition politique locale utilise même le terme très fort de clochardisation.
pour décrire la situation de ces soldats réguliers. Le terme clochardisation frappe fort, ouais. Et l'article l'étaye avec des faits très précis. Ce sont des troupes qui manquent de formation, qui utilisent des équipements vétustes et qui, comme nous l'évoquions en introduction, subissent de très graves retards dans le versement de leurs soldes. Pendant ce temps, les ressources financières massives, elles, sont canalisées vers de toute autre priorité. Tout à fait. Le document détaille comment ces budgets colossaux sont littéralement captés par les réseaux proches du clan présidentiel. La source implique des figures clés comme le général Tahir Erda Tahiro, par exemple. Et l'objectif de cette captation, c'est l'acquisition de technologies militaires de dernière génération qui contournent complètement l'armée classique. L'article mentionne spécifiquement l'achat de drones turcs, les fameux modèles Anka et Aksungur, ainsi que des avions d'attaque et d'entraînement Urkus. C'est là qu'on comprend vraiment la mécanique du contrôle, en fait. Investir massivement dans des drones de combat, ce n'est pas seulement moderniser une armée, c'est modifier l'exercice même du pouvoir. C'est-à-dire, Avec des drones, le pouvoir central n'a plus besoin de s'assurer de la loyauté de milliers de fantassins sur le terrain. Il lui suffit d'avoir la loyauté absolue de quelques opérateurs triés sur le volet dans une salle de contrôle pour, disons, réprimer une insurrection. C'est une technologie qui permet de s'affranchir du facteur humain, qui, lui, est toujours perçu comme un risque politique. c'est une excellente analyse. Et pour consolider cette autonomie technologique par une autonomie administrative, l'article pointe des manœuvres très discrètes mais redoutables. Je pense notamment à un récent décret présidentiel qui date d'octobre 2025. Ah oui, ce fameux décret. Qu'est-ce qui change concrètement? Illustre parfaitement cette logique de verrouillage institutionnel dont on parle. Ce décret d'octobre 2025 stipule que le contrôle général des armées est désormais placé sous la tutelle directe de la présidence de la République. Concrètement, l'entité qui est chargée d'auditer les dépenses, les effectifs et le matériel, elle échappe totalement à l'état-major de l'armée régulière. L'ANTEP perd ainsi son tout dernier levier de surveillance. C'est fou. Mais cette concentration extrême des ressources au sein d'une élite prétorienne, l'article nous montre bien que ce n'est pas un simple accident de gouvernance récent ni une paranoïa nouvelle. L'analyse historique de Grenier News montre que c'est profondément enraciné. Pour comprendre comment la méfiance est devenue le pilier de l'État tchadien, il faut remonter à la jeunesse du pays, n'est-ce pas ça? Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est un aspect fondamental du dossier. Dès 1961, soit un an seulement après l'indépendance du pays, le tout premier président, François Nagarta Tombalbaye, crée la Compagnie tchadienne de sécurité. Face aux vagues de coups d'État militaires qui commençaient à déstabiliser l'Afrique postcoloniale à l'époque, le pouvoir a immédiatement cherché à créer une force parallèle. Donc ça ne date pas d'hier. Pas du tout. L'idée de protéger le chef de l'État contre sa propre armée est vraiment constitutive de la gouvernance sécuritaire tchadienne. Pourtant, le document souligne qu'il y a eu un véritable espoir de briser cette dynamique. À un moment donné, un moment pivot où l'histoire aurait pu basculer, c'est la Conférence nationale souveraine, la fameuse CNS de 1993. Et ce n'était pas une petite réunion protocolaire. La source parle de 800 délégués réunis pour redessiner l'avenir du pays. Oui, 800 délégués. La CNS de 1993 avait pour objectif majeur de refonder les bases de l'État et surtout de dépolitiser l'outil militaire. Le débat avait d'ailleurs attiré beaucoup l'attention internationale. L'article de Grenier News rappelle l'intervention très remarquée de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. C'est lui qui avait mené bien une transition dans son propre pays, c'est ça? Exactement. Et fort de cette expérience, il avait alors formellement averti les délégués tchadiens qu'aucune transition démocratique ne pourrait aboutir sans une armée totalement neutre et républicaine. Un avertissement qui s'est révélé prophétique, mais qui a malheureusement été balayé. Parce que Idriss Déby Itno, qui s'était emparé du pouvoir par les armes 3 ans plus tôt, en 1990, a tout bonnement ignoré les résolutions de cette conférence. Et l'article identifie un événement précis en octobre 1993 qui sonne vraiment le glas de cette brève ouverture politique. L'assassinat d'Abbas Koti. Voilà, un ancien chef rebelle qui était pourtant rentré à N'Djamena pour intégrer le processus de paix. Et à partir de là, le logiciel de l'État se referme sur une logique purement clanique. Une logique qui va jusqu'à instituer un système de promotion que les observateurs locaux nomment le système des généraux de naissance. La méritocratie aux soins de l'armée est complètement remplacée par des critères de loyauté ethnique ou d'affiliation directe au clan présidentiel des Zaghawa. Et le symbole ultime de cette dérive, mise en avant par l'article, c'est la trajectoire de l'actuel chef de l'État, Mahamat Idriss Déby. Le document rappelle qu'il a été propulsé au grade de général 4 étoiles à l'âge de 37 ans seulement. C'est extrêmement jeune pour un tel grade.
Et comme si cela ne suffisait pas, il a été élevé à la dignité de maréchal en décembre 2024. Mais à ce stade de notre analyse, certains pourraient se dire bon, c'est un schéma classique de népotisme et de corruption d'État comme on l'observe sous d'autres latitudes. Sauf que les données chiffrées de l'article démontrent un phénomène beaucoup plus profond. On pourrait se dire que c'est la corruption classique, mais les chiffres montrent une véritable sécession de l'élite. Le mot sécession est crucial ici. Il ne s'agit pas seulement d'un détournement de fonds publics, mais de la création d'un microcosme totalement déconnecté des réalités du territoire qu'il est censé gouverner. Et c'est là que l'anecdote des 860 000 € dépensés en liquide au Royal Monceau, début 2026, prend vraiment tout son sens. Elle doit être lue en parallèle avec une autre statistique implacable rapportée par notre source. Selon le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, 42,3% de la population tchadienne survit actuellement sous le seuil de pauvreté. Ce niveau d'accaparement des richesses par un cercle si restreint, majoritairement issu de la communauté Zaghawa, ce n'est pas seulement immoral, ça crée une vulnérabilité politique extrême. Une vulnérabilité d'autant plus dangereuse que cette poudrière politique interne, elle est désormais directement connectée à un détonateur extérieur, une crise géopolitique régionale majeure. L'article introduit à ce sujet un concept d'analyse très pertinent, le syndrome Emeti. Voici où ça devient vraiment intéressant. Ce concept fait le pont avec la guerre civile qui ravage le Soudan voisin. Le conflit oppose l'armée régulière soudanaise du général Al-Bourhan aux forces de soutien rapide, les fameuses RSF, commandées par Mohamed Hamdan Dagalo, qu'on appelle Emeti. Si j'ai bien saisi la mécanique décrite par l'article, le danger pour le Tchad, c'est que la structure de sa DGSSI reproduit trait pour trait l'ADN des RSF soudanaises avant le déclenchement de la guerre au Soudan. C'est ça, on parle d'une force d'élite hyper équipée qui n'obéit qu'à une logique de clan et qui a les moyens militaires de supplanter l'État lui-même. C'est un mimétisme institutionnel qui est terrifiant. Mais le lien avec le Soudan ne s'arrête pas à une simple ressemblance structurelle, malheureusement. Non, ça va plus loin. Grenier News révèle un engrenage géopolitique dans lequel N'Djamena s'est laissé enfermer. Tout commence par la haute finance internationale. Le Tchad a récemment bénéficié d'un prêt massif de 1,5 milliard de dollars accordé par les Émirats arabes unis. Une somme indispensable pour maintenir le régime à flot. Sauf qu'en géopolitique, un prêt d'une telle envergure n'est jamais sans contrepartie. L'analyse montre que N'Djamena a dû céder l'utilisation de l'aérodrome d'Amjaras, un lieu hautement symbolique puisqu'il se trouve être le bastion historique du clan Déby. Or, cet aérodrome est utilisé par les Émirats comme plateforme logistique vitale pour approvisionner en armes, attention, les milices RSF d'Emeti qui opèrent juste de l'autre côté de la frontière. C'est là que la stratégie financière du Tchad se heurte au mur du réel avec une violence inouïe. Parce que les armes qui transitent par Amjaras, elles alimentent une guerre d'une brutalité sans nom, qui frappe directement la base sociale du pouvoir tchadien. L'article cite en exemple la prise de la ville soudanaise d'El Fasher le 26 octobre 2025. Un épisode particulièrement sanglant. Oui. Lors de cet événement, les RSF ont ciblé et massacré spécifiquement les populations de l'ethnie Zaghawa. Des actes si graves que l'ONU évoque la présence d'éléments constitutifs d'un potentiel génocide. Et là, la question se pose. Le président finance-t-il les bourreaux de sa propre communauté ? C'est d'un cynisme presque irréel. L'article rapporte la colère sourde qui traverse les rangs des hauts gradés Zaghawa de l'armée tchadienne. Ces généraux réalisent que Mahamat Idriss Déby, pour rembourser sa dette politique et financière envers les Émirats, permet le transit d'armes qui servent littéralement à exterminer leur propre communauté au Darfour. Des accusations de complicité émergent même de son propre camp. Avait son fauteuil. Mais comment un tel système, menacé de l'intérieur par l'effondrement de sa propre base clanique, parvient-il encore à échapper aux pressions de la diplomatie occidentale ? Si l'on relie cela à l'image globale, l'explication se trouve dans la recomposition brutale de la carte sécuritaire régionale. L'article nous rappelle les expulsions en chaîne des forces militaires françaises survenues en 2024 au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Conséquence directe de cet effet domino, le Tchad est aujourd'hui devenu l'ultime et unique pivot de la présence militaire occidentale dans tout l'espace sahélien. Et cette position de monopole géographique confère au Tchad un pouvoir de chantage immense du coup. Les capitales occidentales, Paris en tête, se retrouvent complètement captives de leur propre dépendance stratégique. L'analyse conclut que cette dépendance les réduit à un mutisme diplomatique absolu face aux violations des droits humains du pouvoir tchadien.
C'est le prix du pragmatisme diplomatique, apparemment. Sauf que, face à ce système verrouillé de l'intérieur par une force prétorienne et protégé de l'extérieur par ce chantage à la stabilité, l'article de Grenier News documente l'émergence d'alternatives. Et ce qui est fascinant, c'est que la pensée politique la plus innovante provient des marges les plus extrêmes du système. Elle vient des champs de bataille, comme des bancs de l'université. Absolument. Commençons par la figle du combattant philosophe, Mahamad Mahdi Ali. Il dirige le FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. L'analyse de son parcours détruit totalement le cliché du chef de guerre traditionnel que l'on s'imagine parfois. C'est vrai, son profil est particulièrement atypique. Né vers 1964 et issu de la communauté d'Azatubou, il a certes connu la lutte armée au sein du MDJT dirigé par Tougoïmi, mais il s'est ensuite exilé en France où il a étudié le droit. C'est un leader qui théorise son action. L'article trace la chronologie de sa montée en puissance. Il fonde le FACT depuis la Libye en 2016, où il tisse une alliance tactique avec le gouvernement d'accord national contre Haftar. Oui, et c'est une stratégie qui trouve son apogée lors de l'offensive fulgurante du 11 avril 2021. Une percée qui a directement conduit à la mort sur le front du président Idriss Déby le 20 avril 2021. Tout à fait. Mais l'apport analytique principal de notre source ne réside pas seulement dans ce fait d'armes. Il se trouve dans le corpus idéologique développé par Mahdi Ali, consigné dans le pacte du renouveau tchadien et le PSD-Est. L'article révèle une doctrine politique fortement inspirée d'un concept sud-américain, le Summa Causai. C'est quand même incroyable ça, le Summa Causai. Oui, ça provient de la philosophie andine, que l'on traduit souvent par le bien vivre. Voir un mouvement armé sahélien articuler sa doctrine autour d'un concept andin centré sur l'harmonie, la justice sociale, tout en se réclamant de figures comme Thomas Sankara ou Nelson Mandela, c'est un renversement total des paradigmes habituels. Il ne demande pas juste un partage des richesses, il exige le démantèlement pur et simple des milices d'élite pour rebâtir une armée républicaine. La machine d'État a répondu à cette proposition idéologique par la force écrasante d'une justice militarisée. La répression, documentée par Grenier News, est d'une sévérité absolue. Lors d'un procès retentissant le 21 mars 2023, plus de 400 membres du mouvement ont été condamnés à la prison à perpétuité. Mahdi Ali lui-même a écopé de la perpétuité, assorti d'une amende de 30 millions d'euros. Et il y a un détail administratif glaçant qui montre à quel point il est perçu comme une menace existentielle par le pouvoir. Lorsque Mahamat Idriss Déby a signé une grâce présidentielle le 25 mars 2023, permettant la libération de 380 de ses combattants, Mahdi Ali a été formellement et explicitement exclu de toute clémence. Aucun pardon pour l'idéologue. Voilà. Mais la junte ne frappe pas que les insurgés armés. L'autre visage de l'alternative est pacifique, il est civil, mais subit la même implacabilité judiciaire. Il s'agit du docteur Succès Masra, le leader du mouvement Les Transformateurs. Alors lui, Succès Masra, il incarne une toute autre sociologie politique. Issu de la communauté Nguibaye, dans le sud du pays, c'est un économiste avec un parcours académique d'élite, formé à la Sorbonne et à Sciences Po. Il a même exercé la fonction de Premier ministre de transition. Oui, avant de se présenter à l'élection présidentielle contestée de mai 2024, où il a officiellement recueilli 18,5% des suffrages. Un score qui a visiblement effrayé l'appareil d'État, car la mécanique répressive s'est très rapidement mise en route. Notre document retrace son arrestation le 16 mai 2025. Il est accusé d'avoir orchestré les tragiques violences intercommunautaires survenues à Mandakao le 14 mai 2025. Une accusation politique. Son procès s'achève par une peine écrasante. 20 ans de réclusion et une condamnation à verser 1 milliard de francs CFA d'amende. Et Grenier News nous apporte une mise à jour particulièrement lourde tombée pas plus tard qu'hier, le 21 mai 2026. Ah oui, l'actualité brûlante de l'article. La Cour suprême a définitivement rejeté son pouvoir en cassation. Sa peine de 20 ans est désormais irrévocable. Il vient de boucler sa première année à l'isolement total dans la cellule 235 de sa prison, où les rapports médicaux cités par l'article indiquent qu'il souffre d'une grave insuffisance respiratoire. C'est tragique. Mais c'est là que l'analyse de Grenier News prend toute son ampleur. Dans l'obscurité et l'isolement de cette cellule 235, la pensée politique de Masra s'est affûtée. L'homme, qui avait déjà publié Les héritiers de Madiba en 2016, travaille désormais sur la conceptualisation de ce qu'il appelle l'Ubuntu sahélien.
C'est la revendication de cette philosophie profondément africaine de l'interdépendance humaine, où la survie de l'un dépend viscéralement du bien-être de l'autre. C'est très fort comme idée dans ce contexte. C'est une philosophie qui s'oppose frontalement à la logique d'exclusion et de sécession du clan au pouvoir. Et c'est la convergence inattendue que révèle notre source. L'opposition armée du Nord, incarnée par le bien-vivre de Madi Ali, et l'opposition civile du Sud, portant l'Ubuntu sahélien de Succès Masra, se rejoignent sur le terrain des idées. L'article indique qu'ils collaborent intellectuellement, malgré la distance et l'enfermement, à la rédaction d'une charte d'éthique publique transcommunautaire. Pouf, assez frappante. On a un pays que les grandes puissances occidentales présentent partout, sur tous les plateaux télé, comme le pilier absolu de la paix en Afrique. Le fameux rempart incontournable, quoi. Voilà, le bouclier ultime contre le terrorisme au cœur du Sahel. Donc, sur le papier et dans les sommets diplomatiques, on nous vend une forteresse, inébranlable. C'est le discours officiel, oui. Mais en fait, quand on contourne les poignées de main officielles, quand on plonge véritablement dans les notes de renseignement et les dossiers géopolitiques produits par ceux qui observent ce système de l'intérieur, le tableau s'inverse totalement. On se retrouve face à l'anatomie d'un État qui semble mathématiquement conçu pour imploser. C'est un paradoxe absolu. Et c'est exactement ce paradoxe qui rend notre analyse d'aujourd'hui aussi dense. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, il est vraiment impératif de poser un cadre d'une clarté totale. Tout à fait. C'est essentiel pour ceux qui nous écoutent. Le document source que nous allons décortiquer, c'est une étude géopolitique extrêmement percutante sur la trajectoire de l'État tchadien sous le régime du MPS, le Mouvement Patriotique du Salut. C'est un texte qui couvre l'histoire du pays de 1984 jusqu'aux perspectives très tendues de 2026. Mais attention, ce document contient des accusations politiques d'une gravité extrême. Il prend une position claire, documentée selon ses propres critères bien sûr, mais sans la moindre ambiguïté contre le régime en place, tout en exposant en détail la grille de lecture de l'opposition armée. Du coup, le message doit être limpide. Notre rôle ici n'est en aucun cas de prendre parti. Je suis pas là pour ça et toi non plus. Absolument pas. Il ne s'agit pas pour nous de valider ou d'invalider ces accusations comme le ferait un tribunal. L'objectif de notre exploration au cœur des textes, c'est vraiment de comprendre la mécanique des arguments. Comment l'auteur structure sa pensée, en fait. Exactement. Quels sont les rouages mis en lumière pour affirmer que, selon cette source, toute alternance pacifique au Tchad est devenue rigoureusement impossible pour l'horizon 2026 ? Bon, décortiquons tout ça. Par où on commence pour comprendre cette impossibilité ? Eh bien, pour comprendre ça, le document propose une thèse assez radicale. Il faut remonter aux racines même du système, bien avant l'apparition officielle des institutions actuelles. L'auteur nous ramène à une date fondatrice, septembre 1984. Ah oui, c'est ce que le texte appelle le septembre noir. C'est vraiment là que la machine se met en route. Selon cette analyse, oui, à cette époque-là, Idriss Déby Itno n'est pas encore chef d'État, il opère comme commandant en chef des forces armées sous la dictature d'Hissène Habré. D'accord. Et le texte se penche sur une opération militaire très spécifique, menée dans le sud du pays, autour des villes de Sarre et d'Oba. Officiellement, la rhétorique de l'époque parlait de neutraliser des groupes nommés CODAS, les comités d'action. Sauf que le texte dresse un portrait bien différent de cette opération, non ? Totalement différent. En s'appuyant sur des rapports d'organisations comme Human Rights Watch ou la FIDIJ, la Fédération internationale pour les droits humains, l'auteur décrit non pas une opération de maintien de l'ordre, mais un massacre méthodique de civils. C'est glaçant. Et ce qui est crucial dans cette démonstration, c'est pas seulement le bilan humain, c'est la théorisation de cette violence. Le document cite une déclaration de novembre 1984 qui qualifiait ces actions de justice expéditive et exemplaire. Waouh, justice expéditive et exemplaire, carrément. Voilà, c'est le point de départ de l'argumentaire. La violence d'État ici, c'est pas un dérapage accidentel, c'est une méthodologie de gouvernance assumée et récompensée. C'est fascinant parce que visuellement, je me dis que ça fait penser à la construction d'un immense gratte-ciel. Si au tout début du chantier, on coule le béton des fondations dans un mélange de violence absolue et d'impunité totale, cette malfaçon originelle, elle va contaminer toute la structure. C'est exactement ça. 30 ou 40 ans plus tard, on aura beau mettre des vitres teintées, magnifiques, refaire la peinture de la façade, organiser des inaugurations somptueuses, l'édifice restera toujours instable de l'intérieur, prêt à s'effondrer au moindre choc sismique. L'analogie de la fondation est très juste. Et le texte identifie d'ailleurs un moment clé, un point de bascule,
où le monde extérieur a commencé à voir les fissures dans ce béton armé. L'auteur nous emmène en 2001, lors d'un procès qui a fait date à Paris, l'affaire Verschave. Ah oui, François-Xavier Verschave, l'auteur du livre Noir Silence. Pourquoi ce procès spécifique est-il si central dans la démonstration du documentaire? Parce que c'est le moment précis où la mécanique interne se heurte à la justice internationale. Idriss Déby, qui est devenu entre-temps président, décide de poursuivre l'écrivain en France pour offense à chef d'État. Donc il essaye de faire taire les critiques depuis l'étranger. Voilà, l'objectif c'était de faire taire les révélations sur les événements des années 80. Or, c'est un échec retentissant. La justice française déboute le président tchadien. Et selon notre source, cet acte juridique est un véritable séisme. Ah, ça crée un précédent. Exactement. Ça valide légalement le droit de documenter et d'exposer publiquement ces massacres, ainsi que les rouages obscurs de la France-Afrique. L'Omerta, cette fameuse loi du silence institutionnel, est publiquement fracturée. D'accord, je comprends bien la thèse de la fondation violente exposée au grand jour, mais honnêtement, ça soulève une question logique immense. Si ces fondations sont basées sur une brutalité aussi transparente, on ne peut pas maintenir ça pendant plus de 3 décennies en utilisant uniquement des chars d'assaut. C'est sûr. Comment ils ont habillé cette réalité pour que la communauté internationale continue de financer le régime et de serrer des mains? Je veux dire, comment on passe d'un système militaire brut à un système qui, de l'extérieur, ressemble à un État fonctionnel? Ce qui est fascinant ici, c'est précisément le concept central de la deuxième partie de notre document, l'ingénierie institutionnelle. L'auteur explique que la survie du système repose sur la création méticuleuse d'un vernis démocratique. Le terme utilisé, c'est celui de coup d'État institutionnel permanent. Un coup d'État institutionnel, d'accord. Et l'outil principal de cette illusion, c'est la saturation de l'espace politique. La saturation. Le texte parle de centaines de micro-partis satellites rattachés au parti au pouvoir, le NPS. Mais comment ça marche concrètement? Pourquoi s'embêter à créer des dizaines de faux partis d'opposition? C'est une tactique redoutable. Imaginez une commission électorale dite indépendante chargée de valider un scrutin. Si le parti au pouvoir n'a face à lui que 3 vrais partis d'opposition, il est en minorité dans les débats de la commission. Mais si le pouvoir finance et crée artificiellement 100 micro-partis qui se déclarent officiellement de l'opposition mais votent systématiquement comme le régime, je vois le truc. Ces partis satellites vont exiger des sièges dans la commission. Résultat, le pouvoir contrôle de fait la majorité des voix au sein même de l'organe censé le surveiller. C'est un braquage mathématique du processus démocratique en fait. Totalement. Et le document trace l'évolution de cet accaparement de manière très chronologique. On part de 1990 avec le coup d'État militaire initial, puis on avance vers 2005, une date cruciale où la Constitution est modifiée pour supprimer la limitation des mandats. L'ouverture vers la présidence à vie. Classique. Voilà. L'auteur poursuit avec la période 2018-2020, marquant l'avènement de la 4e République. Les pouvoirs sont concentrés à l'extrême entre les mains de l'exécutif et Idriss Déby est élevé au rang de maréchal. Le texte n'hésite pas à qualifier cette phase de véritable sultanisation de l'État. Et cette ingénierie prend une tournure encore plus dramatique avec la mort d'Idriss Déby en 2021. La transition est immédiatement captée par son fils, Mahamat Idriss Déby, via un conseil militaire de transition, avant d'être validé par l'élection de 2024. Oui, tout s'enchaîne. Le Sénat, où le parti au pouvoir rafle 45 sièges sur 46. Mais attends, comment un parti peut-il justifier un Sénat contrôlé à presque 98% et continuer à se déclarer pluraliste devant les diplomates occidentaux? C'est tellement gros que ça en devient absurde. C'est effectivement absurde si on considère l'élection comme un outil de choix citoyen, mais l'auteur décrit très bien ce mécanisme. L'objectif de ce score n'est pas de convaincre la population tchadienne de la vitalité du débat démocratique. Tout le monde sait que c'est verrouillé. Alors à qui ça s'adresse? L'objectif, c'est de produire un papier officiel, un procès-verbal certifié par une bureaucratie électorale complexe que les partenaires diplomatiques étrangers pourront agiter pour justifier le maintien de leur coopération. Ah oui, c'est juste pour cocher la case démocratie dans les dossiers internationaux. Exactement. C'est le triomphe de la forme sur le fond. Le vernis légal est juste assez épais pour permettre aux chancelleries occidentales de détourner le regard en toute bonne conscience. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et ça nous amène inévitablement au nerf de la guerre. Parce que maintenir ce vernis, entretenir une bureaucratie électorale tentaculaire, financer ces centaines de micro-partis et surtout graisser les rouages d'un appareil militaire massif,
ça demande des liquidités colossales. Donc oui, des sommes astronomiques. L'analyse bascule alors de l'ingénierie politique vers les sources de financement. C'est quoi le carburant de cette machine au final? Sans surprise, la première source de ce carburant, c'est l'or noir, le pétrole extrait dans la région de Toba. Le document souligne que la manne pétrolière représente aujourd'hui environ 37% des recettes de l'État. Mais là où l'analyse devient vraiment cinglante, c'est dans la description de la gestion de cette ressource. L'exemple donné pour l'année 2006 m'a sidéré. À l'origine, quand le Tchad a commencé à exploiter son pétrole, il y avait ce qu'on appelait le Fonds pour les générations futures. L'idée était super noble, sanctuariser une partie des revenus pétroliers pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes. Une approche de développement classique. Oui, sauf qu'en 2006, d'un simple trait de plume, ce fonds est purement et simplement supprimé. L'argent est redirigé vers ce qu'on appelle pudiquement la sécurité. L'armement, en d'autres termes. Oui, et le mécanisme derrière ça est redoutable. Le document montre comment l'économie nationale a été totalement détournée de sa fonction première. Reprenons mon analogie de tout à l'heure parce que ça me fait vraiment penser à un scénario d'entreprise complètement dysfonctionnel. C'est un peu comme un PDG qui déciderait de siphonner l'intégralité du plan épargne de son entreprise, pas pour investir dans la recherche ou améliorer les conditions de travail, non, uniquement pour acheter des kilomètres de barbelés et des caméras de surveillance pour se protéger de ses propres employés. L'image illustre parfaitement la thèse de l'auteur. L'économie n'est plus vue comme un outil de développement, mais comme une caisse de survie clanique. Et le document va plus loin en citant des scandales récents et effarants. Prenez la SHT, la Société des hydrocarbures du Tchad. Oui, les chiffres sont fous. Le texte rapporte des détournements vertigineux, dépassant les 24 milliards de francs CFA, documentés entre 2022 et 2025. Et attention, ce ne sont pas juste des valises de billets qui disparaissent dans la nature. Ce sont des montages financiers hyper complexes, des fonds qui s'évaporent via des circuits parallèles, impliquant directement le premier cercle du pouvoir. Mais le pétrole a ses limites, avec les fluctuations de prix sur le marché mondial. Que se passe-t-il quand la rente pétrolière ne suffit plus à nourrir le système haïen? Eh bien, c'est là qu'on assiste à la diversification de la prédation. Le document met en lumière un nouveau front ouvert depuis 2012, la ruée vers l'or, particulièrement dans la région nord du Tibesti. Et la méthode reste exactement la même. Face aux populations locales qui tentent de développer une exploitation artisanale pour survivre, l'État ne propose aucun cadre de régulation civile. La réponse est purement militaire. Le texte mentionne même que l'État qualifie ses orpailleurs locaux de mercenaires pour justifier la répression et les assauts. Absolument. Alors, le document note bien qu'une tentative de pacification a eu lieu très récemment avec l'accord de paix de Miski signé en avril 2025. Cet accord prévoit une amnistie et la suspension des permis miniers controversés. C'est plutôt positif, non? Sur le papier, oui. Mais l'analyse reste d'une prudence extrême. Tant que les troupes d'élite restent massivement déployées sur zone, l'accord n'est vu que comme une trêve tactique. L'extraction des richesses se fait toujours avec un fusil pointé sur la tempe des populations locales. Ce qui amène la question évidente, quand un système siphonne avec une telle intensité les ressources de son propre sol sous les yeux même de ses citoyens, la pression dans la marmite doit être phénoménale. Comment le pouvoir gère-t-il la colère populaire et l'émergence de mouvements d'opposition interne? Par une violence d'État qui, selon la source, s'est radicalisée. Le document dresse le portrait d'un État policier impitoyable et s'attarde sur un événement particulièrement traumatique, le Jeudi Noir, le 20 octobre 2022. Des manifestations pacifiques éclatent pour protester contre la prolongation unilatérale de la transition militaire. La répression est foudroyante. Le texte cite des bilans allant de 128 à plus de 400 morts. Et ça s'est pas arrêté au tir dans la rue. Il y a ce passage glaçant sur Korotoro. Pour resituer, Korotoro n'est pas une simple prison de centre-ville. C'est un bagne de haute sécurité planté en plein milieu du désert où les conditions de détention sont décrites comme inhumaines. Le texte parle de déportation massive de manifestants vers cet enfer de sable. Et le document insiste sur un point crucial. Cette répression n'est pas seulement aveugle, elle est aussi chirurgicale. Le pouvoir s'attaque de manière ciblée à toute figure capable d'incarner une alternative politique crédible. Les éliminations ciblées. Voilà. L'auteur dresse une liste macabre d'élimination et de neutralisation. Il rappelle la disparition forcée, en 2008, du mathématicien et leader politique Ibni Oumar Mahamat Saleh, un événement qui a glacé le sang de toute l'intelligentsia tchadienne.
Et le texte aborde aussi des cas extrêmement récents, comme celui de Yahya Dillo en février 2024. Les détails fournis par la source sont terribles. Il est décrit comme ayant été abattu d'une balle à bout portant dans la tempe lors d'un assaut de l'armée contre le siège de son parti. Et on parle là du propre cousin du président, devenu son rival politique numéro 1. La proximité familiale n'a pas été une protection, au contraire. Plus récemment encore, le sort réservé à Suksem Masra, l'ancien Premier ministre. Selon l'analyse, le régime l'a utilisé comme un bouclier social temporaire pour calmer la rue, avant de s'en débarrasser dès qu'il n'était plus utile, en le faisant condamner à 20 ans de prison en août 2025, sous prétexte d'avoir contesté des résultats électoraux. Face à ce tableau clinique d'une répression totale, la question de la complaisance internationale devient centrale dans notre document. Comment l'Occident justifie-t-il son soutien? Eh bien oui, comment ils font? L'auteur décrypte le chantage géopolitique exercé par N'Djamena. Le régime tchadien excelle dans l'art de se vendre comme le dernier bastion face au chaos djihadiste au Sahel. L'argumentaire est simple. Si nous tombons, toute la région s'effondre jusqu'à la Méditerranée. Face à cette menace, les partenaires occidentaux choisissent la stabilité sécuritaire de court terme et ferment délibérément les yeux sur les massacres internes. Mais attendez, est-ce que cette stratégie d'amis indispensable a une date de péremption? Parce qu'il y a une dimension dans le texte qui montre que ce jeu de dupes diplomatique va bien au-delà de l'Occident. L'auteur révèle que N'Djamena joue sur plusieurs tableaux, simultanément, notamment avec les pays du Golfe. Comment s'articulent ces prêts massifs accordés par les Émirats arabes unis? Si on relie ça à la situation globale, c'est là que la stratégie de survie du régime devient particulièrement risquée. L'auteur explique que pour contourner les exigences de transparence du FMI ou des bailleurs occidentaux, le pouvoir s'est tourné vers les Émirats arabes unis qui financeraient aujourd'hui près de 80% du budget de l'État par des prêts directs. 80%, c'est énorme. Mais cet argent a un prix géopolitique très lourd. En échange de cette perfusion financière, le Tchad offrirait, selon la source, un soutien logistique et territorial au FSR au Soudan. Pour être tout à fait clair, quand on parle des FSR, on parle bien des forces de soutien rapide, cette milice paramilitaire qui est actuellement en train de mettre le Soudan voisin à feu et à sang. Exactement. Et soutenir une telle faction crée des ondes de choc dévastatrices à l'intérieur même du Tchad. Le document pointe une fracture béante qui est en train de se former au sein de l'armée nationale tchadienne. Comment ça? Le texte décrit une tension explosive entre, d'un côté, les troupes régulières, souvent sous-équipées, et de l'autre, la DGSSI, la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État. C'est la garde prétorienne ultra équipée, le bouclier armé du clan au pouvoir. D'accord, la garde d'élite. L'auteur affirme que des officiers réguliers refusent de plus en plus ouvertement de servir de chair à canon pour des agendas étrangers ou d'aller réprimer leur propre communauté dans des conflits par procuration. L'outil militaire, censé être la clé de voûte du système, menace de se disloquer de l'intérieur. Ce qui nous propulse vers l'ultime interrogation de ce dossier. Si la scène politique intérieure est totalement asphyxiée, si l'armée risque la fragmentation et si la diplomatie mondiale regarde ailleurs par cynisme, de quelle direction peut venir le changement évoqué par le document pour l'horizon 2026? La réponse de l'auteur se tourne vers l'extérieur du pays, vers la rébellion armée. Plus précisément, vers le FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Oui, le dernier chapitre de notre analyse est en effet consacré à l'évolution de ce mouvement et de son leader, Mahamad Mahdi Ali. Le portrait qui en effet est complexe. Né à la fin des années 60, l'homme a passé plus de 20 ans en exil en France où il a étudié le droit et les sciences politiques. Mais au fond, qu'est-ce que ça implique? Je vous arrête une seconde. Le texte insiste lourdement sur cette métamorphose intellectuelle. Mais prenons un peu de recul. On parle quand même du chef d'état-major rebelle qui, en avril 2021, a lancé une colonne de pick-up lourdement armée et de missiles anti-chars depuis le sud de la Libye pour fondre sur N'Djamena. Une offensive meurtrière qui a conduit à la mort du président Idriss Déby. C'est un fait historique, oui. Et là, le document nous affirme que cet insurgé du désert s'est subitement transformé en théoricien politique sophistiqué. Il cite le Sumak Kosai sud-américain, la philosophie du bien vivre. Il publie un manifeste, le Pacte du renouveau tchadien, où il réclame des choses comme la couverture maladie universelle. Comment l'auteur justifie ce grand écart ahurissant? Ça ressemble à s'y méprendre à une gigantesque opération de communication pour rassurer les chancelleries internationales, non? Votre scepticisme est une grille de lecture tout à fait valide. Mais l'auteur du document, lui, prend cette mutation très au sérieux.
Selon la source, ce passage par les sciences politiques en exil n'était pas qu'une couverture. C'est ce qui lui a permis de comprendre qu'une simple victoire militaire ne suffit pas pour gouverner. Ah, gagner la guerre des idées. Le FACT a compris que pour rallier une population épuisée, il fallait proposer autre chose qu'un simple remplacement d'une dictature militaire par une autre. C'est pourquoi le manifeste se concentre sur des revendications infrastructurelles d'une urgence vitale. C'est vrai que les chiffres cités sont alarmants. Le texte rappelle qu'actuellement, moins de 12% de la population tchadienne a accès à l'électricité. Il cite les mots du manifeste qualifiant les hôpitaux actuels d'antichambres de la mort. La stratégie est de faire passer la rébellion du statut de menace sécuritaire à celui de seul projet de société viable. Et comment réagit l'appareil d'État face à ce qui est devenu, au-delà d'une menace militaire, une véritable menace idéologique? L'État riposte sur le terrain même de son adversaire par le droit de la guerre institutionnelle. Le document rappelle qu'en mars 2023, la justice tchadienne a condamné Mahamat Madi Ali à la prison à perpétuité par contumace. S'y ajoute un mandat d'arrêt international et une condamnation colossale à 30 millions d'euros de dommages et intérêts. L'objectif est financier, du coup. L'objectif de Djamena est très clair: asphyxier financièrement le FACT et empêcher son leader de circuler librement pour mener sa diplomatie parallèle. Surtout que le FACT ne se prive pas de jouer sur la scène géopolitique mondiale. Les textes mettent en avant une mise en garde très explicite, formulée par Mahamat Madi Ali contre les ingérences étrangères. Il cible particulièrement la Russie, affirmant que Moscou opérait de manière détournée en utilisant des coopérations diplomatiques avec des pays comme la Hongrie pour consolider la junte tchadien au pouvoir et sécuriser ainsi ses propres intérêts en Afrique centrale. Ce dernier point démontre magistralement que la crise tchadienne, telle qu'analysée par notre source, a depuis longtemps cessé d'être un simple conflit interne. C'est devenu une plaque tournante, un échiquier hautement volatile où s'entrechoquent les intérêts des mercenaires russes, le cynisme des diplomaties occidentales et les manœuvres financières des puissances du Moyen-Orient. Pour rassembler un peu les immenses pièces de ce puzzle vertigineux que nous venons d'analyser, notre document source dresse le tableau d'un face-à-face existentiel et inévitable. D'un côté, nous avons la dissection d'un pouvoir décrit comme une monarchie de fer, prédatrice de ses propres richesses, naviguant à vue entre la répression aveugle de son peuple et le chantage à la stabilité envers l'Occident. De l'autre, une rébellion armée qui tente de faire peau neuve, cherchant à transcender son image de guérilla pour proposer un contrat social complet à l'horizon 2026, brandissant ce slogan souligné par l'auteur « Seule la lutte libère ». Il faut garder en tête, de la première à la dernière ligne de notre échange, que cette vision d'un système à bout de souffle, poussé dans ses retranchements, représente spécifiquement la lecture géopolitique assumée par l'auteur du texte. C'est une cartographie de crise qui lui est propre. Bien sûr. Cependant, si on extrait la sève de cette analyse pour l'appliquer à l'histoire globale contemporaine, elle soulève une interrogation fondamentale. À quel moment précis le soutien militaire et financier inconditionnel d'une puissance étrangère à un régime autoritaire, un soutien systématiquement justifié par l'urgence absolue de maintenir la stabilité régionale, devient-il, de par la corruption et le désespoir qu'il engendre de l'intérieur, la cause première de l'effondrement et du chaos de cette